Bonsoir et bienvenue à tous sur le campus de Paris, de Grenoble École de Management, pour une nouvelle conférence Meet the Expert ce soir. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Nathalie Devilliers, experte en droit de l'e-santé, de la télémédecine et de la protection des données personnelles, qui va animer ce soir un Meet the Expert un peu particulier, puisqu'elle a deux invités qu'elle vous présentera plus en détail, donc Yveline Denat et Yves Sanson. Nathalie vous donnera quelques informations sur la participation à la table ronde, donc ce trio pour avoir une expertise à la fois juridique, sociétale et d'expertise, plus technique, d'entreprise et technique. Et puis, je vous présente également, pour information, la prochaine conférence qui aura lieu le 26 janvier avec une enseignante-chercheur de Grenoble École de Management, Caroline Cuny, qui, elle, parlera de la sursollicitation numérique en entreprise, comment lutter efficacement contre l'infobésité. Et elle fait partie, elle est elle-même animatrice scientifique de la chaire des talents de la transformation digitale. Donc c'est dans le cadre des travaux de la chaire qu'elle vous présentera un Midi Expert le 26 janvier. Voilà, à l'issue de cette conférence, nous nous retrouvons comme d'habitude pour un cocktail juste à côté. Bonne conférence, merci Nathalie. Merci Delphine. Bienvenue à tous. Notre thématique robot humanoïde d'assistante pour les seniors pose une question qui en réalité nous confronte à nos propres réactions concernant un outil et finalement face à nous-mêmes. Est-ce que on va tomber amoureux de notre propre machine, peut-être de Roberta dans quelques secondes, tel Pygmalion et Galatée? Ça pose également la question de la place de nos aînés. Et finalement, aujourd'hui, on pose la question de la place de nos aînés. On pourrait tout à fait se poser la question de la place de n'importe quel adulte par rapport à un robot. Pourquoi pas d'un enfant et pourquoi pas de la place des animaux. Donc vous voyez que c'est une question vraiment sociétale et transverse qui va se poser à nous et qui donc va mobiliser des aspects à la fois techniques, juridiques et sociétaux. L'objectif de cette séance, c'est de provoquer une sorte d'éveil, de réaction à la fois intellectuelle et de conscience, pourquoi pas. Parce que les robots humanoïdes provoquent un attachement émotionnel beaucoup plus fort, puisqu'ils ressemblent à des humains. Donc, finalement, c'est notre perception de ce qui fait de nous des humains qui va certainement guider nos réflexions. Et pour ausculter cette tentative de réponse à cette question, on n'aura pas besoin de moins de 6 mains pour ce travail. Je rappelle que j'aime souvent le slogan, c'est School for Business for Society. Donc effectivement, nous serons 3 pour représenter l'école, la partie business et la partie society. Donc exceptionnellement aujourd'hui, nous avons un éclairage avec 3 différentes couleurs, 3 différentes pierres qui co-construisent une réponse. Et certainement, le fait que nous soyons 3 est certainement un indice qu'il n'y a pas de dualité dans l'homme et le robot, et que le dépassement est nécessaire. Donc j'ai déjà été présentée. Je vais vous présenter maintenant Madame Yveline Denat, qui sera notre experte Society, avec un cursus grenoblois en sciences de la communication et une activité professionnelle qui s'est articulée autour de la gérontologie et des solidarités au cœur des réalités du monde concret, comme on dit en méthode de sciences sociales. Également avec Hugues Sansen, expert business, fondateur de la société Shanka, à l'origine de plusieurs projets européens et notamment le robot, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas elle s'appelle Roberta, un robot humanoïde qui a vocation à aider les personnes dépendantes. Donc lors de cette table ronde, on va en réalité s'adresser à nous-mêmes pour provoquer vos questions en dernière partie. Donc Hugues, en premier lieu, je voudrais savoir en quoi Roberta ou un robot comme Roberta peut répondre aux besoins spécifiques des seniors.
Alors d'abord, elle s'appelle Roberta parce que je voulais lui donner un nom. Et en fait, Roberta sera un humanoïde en fauteuil roulant, c'est-à-dire un fauteuil roulant électrique. La raison, c'est que on a besoin de beaucoup de batterie, on a besoin d'un système stable, on a besoin d'une technologie, d'une plateforme qui soit capable d'aller indoor et outdoor. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, les fauteuils roulants électriques sont tout à fait adaptés à répondre à cette question. Et on ne s'étonnera pas de trouver un humain sur un fauteuil roulant, ça restera un humain. Et donc, je me suis dit, je vais faire un robot humanoïde sur un fauteuil roulant, ce qui va me simplifier beaucoup de choses. La première chose, c'est que je n'ai pas à traiter la marche. Je peux mettre beaucoup de batterie sans que ça pose problème. Donc, les fauteuils roulants électriques ont jusqu'à 40 km d'autonomie, voire plus parfois, qui sont fabriqués en masse en Chine. Et donc, on les a à des prix tout à fait abordables, de l'ordre de 2000 euros. Et comme c'est un robot en fauteuil roulant, je me suis dit, tiens, je me souviens, dans ma jeunesse, il y avait un feuilleton qui s'appelait L'Homme de Fer. En anglais, il s'appelait Robert Daci en français. En anglais, il s'appelait Robert Ironside. Et je me suis dit, je vais faire un robot, mais comme ce sera une femme, parce que ça me semblait naturel de faire un robot féminin. Et on reviendra dessus, parce que vous verrez que c'est pas si naturel que ça, en fait. Et donc, je l'ai appelé Roberta. Et c'est drôle, parce que robot, Roberta, finalement, ça le fait. Et figurez-vous qu'on a eu d'ailleurs une réunion à Londres à Cromwell Plaza, euh, qui dépend de l'ambassade de France. Et Cromwell, son surnom, c'était Ironside. C'était un petit clin d'œil que les Anglais n'avaient pas relevé. Et ça m'a fait sourire de le relever pour eux. Alors pourquoi d'abord, qu'est-ce que ça apporte? D'abord, quel est le besoin? Le premier besoin, c'est, je crois, permettre aux gens de parler. Et pas uniquement écouter, hein, comme pour écouter, il y a la télévision, mais la télévision, on est relativement passif. Hein, et ce qui est important, c'est de permettre aux gens de parler, comme ils pourraient parler à leurs animaux, mais les animaux ne répondent pas non plus. Mais c'est vrai qu'il est plus naturel de parler à son chat ou à son chien que de parler à sa télévision. Et là, l'idée, c'est que on va parler à son robot, et donc il doit être doté de capacités de dialogue très évoluées. Et pour être honnête, aujourd'hui, on en est encore très loin. Je travaille pourtant avec des experts du dialogue, hein, et pour l'instant, c'est pas commercial. On est loin de quelque chose qui corresponde à une capacité de dialogue suffisante. Et je pense que c'est essentiel pour un robot d'être capable de tenir une conversation, un robot d'assistance, hein, pour personnes dépendantes, d'être capable de tenir une conversation. Donc récupérer. Vous savez, cet été, on a fait un projet que j'avais appelé Lifeline, qui pourrait se faire sans robot, et l'idée, c'était de récupérer de l'information sur la vie de la personne pour qu'on puisse laisser une trace aux enfants. Parce que quand nos grands-parents, nos parents décèdent, on se dit, zut, j'aurais dû lui poser cette question. Oui. Et j'aurais dû lui poser cette question. Et en fait, on commence à avoir les possibilités de le faire. Et donc avoir une espèce de ghostwriter, un nègre en français,
même si ça ne doit pas être politiquement correct aujourd'hui. Donc, d'être capable de dialoguer avec la personne pour que la personne raconte sa vie. Et ça, l'avantage de raconter sa vie, c'est que c'est sans fin, en fait. Jusqu'à la fin de nos jours, on peut raconter notre vie. Et puis revenir sur des détails. On peut présenter des photos. Roberta présentera des photos sur la télévision. Et est-ce que tu peux me dire qui est sur la photo et si par chance, la personne qui est sur la photo a aussi une Roberta, eh bien, on a la possibilité d'enrichir, en fait, un événement. Donc, si la personne a été capable d'apporter des informations sur un événement particulier, on va dire un mariage, eh bien, ma Roberta va pouvoir me poser des questions à partir d'informations qu'elle aura eues ailleurs. Et donc, c'est un peu l'idée, de permettre de dialoguer. L'autre point, c'est de susciter le travail intellectuel chez la personne. Donc, il ne faudra pas faire que raconter sa vie, c'est-à-dire donc servir de coach cognitif pour entraîner à la fois la mémoire, la capacité de dialogue et éventuellement être capable de repositionner des souvenirs. Si la personne, par exemple, est en début de déficience cognitive, eh bien, on va essayer de repositionner des souvenirs sur les parties qui sont moins atteintes. Oui, oui, parce que je parle beaucoup. Pas seulement pour ça. En fait, le fait que tu mentionnes les capacités cognitives qui se dégradent me fait penser qu'en droit, c'est tout à fait une considération qu'on a en tête. Quand on met en place une solution de gérontechnologie, naturellement, soit la personne a encore ses facultés cognitives, et dans ce cas-là, pas de problème, elle le fait par choix, et elle va intégrer cette intimité un peu altérée par l'instrument numérique quel qu'il soit. En revanche, quand une personne voit ses capacités cognitives dégénérer, décroître, dans ce cas-là, on va mettre en place des solutions de support, et on peut aller jusqu'à intégrer l'équipe médicale pour valider finalement le consentement de la personne qui ne peut consentir elle-même. Du coup, je vais en profiter que j'ai le micro pour poser une question à Yveline. Yveline, on sent un petit peu le décalage par rapport à ce qu'on souhaite faire, ce qu'on est en capacité de faire, ce que les autres font peut-être déjà. Est-ce que en France, la relation entre politique de gérontologie et développement de la cyberéconomie est suffisamment forte pour être porteuse de ces nouveaux dispositifs? Ce que l'on peut dire, c'est que les axes majeurs des politiques gérontologiques sont depuis quelques années, depuis près d'une dizaine d'années, liés fortement à l'innovation, à la silver economy bien sûr, et au développement des aides techniques. Quelquefois d'ailleurs au détriment des financements de l'aide humaine directe et du financement des personnes concernées elles-mêmes. Et ça, c'est un élément à avoir notamment en tête dans le cadre du développement de ces nouvelles technologies, puisque l'innovation, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit du point de vue de ce qui va concerner l'intelligence artificielle, doit, de mon point de vue, s'appréhender du côté, bien sûr, des avancées, des apports technologiques. Je pense par exemple à ce qu'on connaît déjà pour les personnes en perte d'autonomie, pour ce qui concerne les questions de mobilité, les questions liées à la sécurité du domicile, liées au suivi en temps réel de l'état de santé par différents capteurs, intégrés ou pas d'ailleurs. Mais il faut vraiment tenir compte de la dimension humaine. Et c'est vraiment ce qui remonte aujourd'hui des réflexions
et des avancées des politiques, et notamment des politiques d'aide au financement et au développement. Et je crois on ne peut ignorer les inquiétudes des personnels, notamment de ce qu'on appelle du secteur de l'aide à domicile, qui s'inquiètent d'un remplacement qui serait quasi simultané de ces aides techniques versus leurs propres aides. Ça, il faut l'avoir en tête comme un potentiel frein. Puisque les questions de l'emploi sont réglées en termes d'innovation, parce qu'on sait très bien que l'innovation, l'intelligence artificielle va générer des emplois et génère déjà des emplois dans d'autres secteurs, quelquefois dans d'autres pays, mais la question de l'emploi et de la précarité en temps réel, aujourd'hui, dans notre pays et dans notre temps, n'est pas réglée dans l'immédiateté, et cela génère du mécontentement qui peut aussi freiner l'accès à ces innovations et le développement de ces innovations. Je crois qu'il faut aussi intégrer de manière plus symbolique et de manière plus inconsciente peut-être la culpabilité ou l'inquiétude des familles, de l'entourage, remplacée par des robots. Donc ça pose vraiment des questions. Ça nous renvoie aussi à nos propres failles sociales. Les questions qui se posent autour de l'isolement, de la solitude. J'ai parlé déjà de la modification du monde du travail. Et je crois qu'il y a aussi, en même temps, à regarder tu parlais de dualité à dépasser, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Il y a aussi les craintes de la personne elle-même. Finalement, ne vais-je exister que par l'échange avec un robot ? Combien, Hugues le disait tout à l'heure, combien déjà communiquent seulement avec un écran luminescent, que ce soit d'ailleurs une personne âgée devant sa télévision ou que ce soit une personne d'un autre âge devant un écran tactile. Ça pose vraiment la question de notre part de relation humaine, nous individus, dans une solitude complète, ou nous individus en lien et étant toujours un être de relation et de communication. Je crois que c'est vraiment des grandes questions humaines et fondamentales qui se posent. Et pour dire effectivement que l'avancée de ces politiques, ce que moi j'entends depuis de nombreuses années, soit directement dans le cadre du secteur gérontologique, soit plutôt du côté de la société civile, avec les questionnements autour de l'emploi notamment, mais du questionnement sur qu'est-ce qu'être humain aujourd'hui, qu'est-ce qu'être en relation aujourd'hui, c'est il ne faut laisser personne au bord du chemin de ces avancées technologiques qui ne seront acceptées, je pense, aujourd'hui, que si elles viennent rendre une utopie concrète, partagée par tous. Alors, je poserai une question directement sur du coup les aides techniques et l'intelligence artificielle au service de l'humain. Par exemple, au Japon, aujourd'hui, les personnes vivent quotidiennement avec des robots. Cette réalité a-t-elle fait évoluer le contexte juridique, le droit dans ce pays ? Alors, effectivement, on a tous en tête certaines images, notamment une chanteuse qui se balade avec son robot tout le temps, qui dort avec, qui mange avec, qui prend ses repas, entre guillemets, avec elle, systématiquement, y compris les repas de famille. Effectivement, la présence du robot est beaucoup plus acceptée au Japon. Mais l'aspect juridique n'est pas du tout intéressant pour le gouvernement japonais, qui prône plutôt une nouvelle révolution industrielle conduite par les robots. Ici, on n'a pas de réglementation spécifique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Japon est très avancé sur ce sujet-là, donc il aurait peut-être déjà développé un droit des robots dont on pourrait éventuellement s'inspirer pour construire notre propre législation ou notre propre régulation. Ce n'est pas le cas du tout, bien au contraire. Et on a une fragmentation juridique qui est perçue comme un frein
par les industriels, puisqu'il devient difficile d'identifier les risques juridiques qui vont avec. Donc on va pouvoir, par exemple, imaginer des solutions alternatives telles que faire un bouton kill switch pour éviter le dommage irréparable provoqué par un robot. Des différentes puces d'identification sur les robots, comme on peut déjà identifier différents objets connectés, mais là, on n'a rien inventé de nouveau. Et puis, renforcer le contrôle par un humain. Mais ici aussi, toutes les pistes sont ouvertes et on n'a pas vraiment de texte qui régule ça. Ça, c'est pour le Japon. En Corée du Sud, en revanche, en 2007, on a adopté une charte qui vise justement à questionner l'interaction entre l'homme et le robot, avec des normes de fabrication, naturellement, ça c'est le premier niveau. Et puis ensuite, on a des droits et des devoirs pour les utilisateurs et les propriétaires, puisque là aussi, on a tout un spectre de nouveaux intervenants qui vont être possiblement, en termes juridiques en tout cas, cible d'une responsabilité juridique, et des droits et des devoirs pour les robots. Donc, ça peut aller jusqu'à une protection contre une maltraitance du robot ou du robot sur un humain. Et également une affirmation de droit pour les robots, le droit d'exister sans crainte de blessure ou de mort. Donc, vous voyez qu'on utilise finalement des termes qui sont propres aux personnes physiques dites sensibles. Et d'avoir une existence qui soit paisible entre guillemets. Donc pour moi c'est assez emblématique car on constate que finalement en Corée du Sud on est allé très très loin sur cette affirmation sur le plan juridique, alors qu'on va en France bien moins loin en ce qui concerne tout simplement les animaux. Donc on a vraiment l'impression qu'on est en train de franchir un saut. On a le droit des humains, on se prépare au droit des robots. Et puis, entre les deux, les animaux, bon, on les traite comme des biens, juridiquement parlant en France, mais à aucun moment on s'est posé ce type de questions pour les animaux. Donc voilà, ce serait le premier élément de réponse que je pourrais apporter. Alors, Hugues, pour continuer, la vie avec un robot ravive des peurs. Je l'ai entendu. Elle ravive peut-être des peurs liées à l'engagement, à la perte. Elle modifie aussi certainement, elle va modifier en tout cas la vie avec des robots. On l'a vu en Corée, mais en France, elle va modifier certainement les modèles sociaux dits traditionnels, les modèles traditionnels de la famille, du couple. Entre libertarisme et dictature invisible, dans ces nouveaux mystères de la vie, qui seront les grands ordonnateurs et les patrons de ce nouveau modèle ? Qui aura le pouvoir ? Je pense que le pouvoir, dans ce domaine-là, il est en train de se dessiner, mais il n'existe pas encore. Et ça sera... on va avoir une espèce de nouveau Facebook qui va arriver et qui va prendre le marché à un moment donné. Alors c'est intéressant que Jean-Louis Pirel soit là, parce que c'est IBM et Watson qui est quand même un des pionniers en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est en fait qu'est-ce qu'on va mettre dans ces machins, je dis bien machins, au singulier, masculin singulier, enfin au pluriel plutôt, masculin pluriel, dans ces machins. Qu'est-ce qui va en ressortir, et là le souci c'est que on l'a bien vu avec le test de Microsoft qui avait fait un système autonome et qui est devenu à la fois raciste et sexiste et vulgaire aussi, je crois. Donc il a tout eu. Et en fait, c'est une vraie dérive, qui était certainement pas dans l'idée des fondateurs, mais ça a dérivé. On l'a vu avec HAL 9000 dans 2001 Odyssée de l'espace aussi. C'était déjà tout ça, ça a déjà été
fortement prédit dans la science-fiction. Donc je pense que beaucoup de gens nous ont éveillés à tout ça. En même temps, c'est pas une raison pour ne pas le faire. Et de toute façon, ça va arriver. Là, je disais ce matin que on commence à avoir des drones nautiques capables de décider de leur target, leur cible, tout seul. Et ça fait froid dans le dos quand même. Hein. C'est pas. Est-ce que. Enfin, il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Mais en fait, je pense que la grande nouveauté aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est pas l'arrivée des robots. Les questions qu'on a sur les robots, en fait, on se les posait déjà à l'époque de Vaucanson, quand il faisait ces canards qui faisaient leurs besoins tout seul, et qui avait déjà des programmes qui étaient sous forme du même système que les boîtes à musique. Donc il y avait déjà donc une espèce de robotisation. Mais la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, après, on va dire 70 ans quand même, hein, plus de 70 ans de travail sur l'intelligence artificielle, on commence à avoir des solutions qui sont abouties. Et là, c'est pas que sur les robots en fait que ça pose problème. C'est imaginez Watson dans une entreprise, c'est tout potentiellement. Hein, c'est potentiellement toute une couche de col blanc qui peut sauter. Si c'est mal fait. Vous savez, dans les années 80, j'ai fait le premier système expert au monde d'aide au chargement de navires. Donc, il s'appelait Ship Planner et qui faisait le travail d'un ship planner qui met des containers dans les petites cases d'un bateau. Et la grande idée des patrons à l'époque, c'était de dire ah ben super, on va avoir besoin de moins de ship planners. Dans les années 80, hein, c'était déjà le cas. Donc moi, je m'arrangeais pour ne pas faire 100% du plan de chargement, même si parfois il faisait 100%. Mais en fait, en même temps, ce qui était intéressant de voir, c'était l'analyse de la vraie tâche de la personne. C'était que sa vraie tâche, c'était de répondre au téléphone, répondre aux clients, contacter le bateau, et accessoirement faire des plans de chargement. Alors qu'ils pensaient, eux, que leur vraie tâche, c'était faire des plans de chargement. Et la vraie intelligence, elle n'était pas dans le plan de chargement, mais dans la capacité à avoir un contact avec d'autres humains. Et donc, si on amène des systèmes comme ça sans raisonner, c'est la révolution industrielle qu'on a eue avec l'automatisation, eh bien là, on va l'avoir au niveau des cols blancs. Et autant un col bleu, ça c'est débrouillard. Les cols blancs, vous les retirez de leur spécialité, ils ne savent plus rien faire. Donc là, pour moi, il y a un vrai danger. Donc c'est pas que la robotique en fait qui pose un problème social. C'est vraiment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je pense que bon, c'est là. Il faut qu'on fasse avec. Voilà, en plus, dans les 10-15 ans qui viennent, on s'attend à une singularité technologique qui va faire que ça va exploser. Je ne sais pas comment, dans quel sens, mais ça va exploser. Et donc, il faut qu'on s'y prépare. Il faut que nos politiciens nous y préparent. C'est-à-dire qu'ils préparent une société qui soit capable de s'adapter. Il faut que nos chefs d'entreprise préparent leur entreprise aussi et leurs collaborateurs à ce qui va se passer. Parce qu'il va se passer quelque chose. Et c'est clair que tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Et donc, il est très important que notre futur dirigeant pour la France, mais les hommes politiques, prennent ça en main, le prennent sérieusement, et pas comme quelque chose qu'on pourra refiler au suivant dans 5 ans. Ah oui, il faut que je passe des questions. Oui. Bon,
Et oui, oui. Alors, moi, oui, moi, je suis persuadé que le droit peut apporter un argument commercial aux fabricants de robots, aux fabricants de systèmes, en fait. Parce que si je respecte des réglementations, et si je m'engage à vraiment les respecter, eh bien, ça protège mes clients. Donc, je voulais savoir comment le droit donc, pouvait ne pas brider l'innovation des ingénieurs tout en garantissant la protection de la vie privée, hein, pour les gens qui sont capables de prendre des décisions ou pas. Et de toute façon, en technologie, à un moment donné, on est tous incapables de comprendre. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Effectivement, sur le plan juridique, on va faire quelque chose qu'on fait souvent à GEM, c'est du bricolage. C'est-à-dire qu'on va prendre des règles de droit qui existent, on va les modifier, on va se préparer à de la privacy by design, privacy by default. Je pense qu'ici, tout le monde dans la salle connaît le règlement européen protection des données personnelles et ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité. Donc, on a cet aspect-là qui, oui, va s'imposer aux entreprises qui vont faire de leur conformité au règlement certainement un atout. Mais il y a aussi tous les instruments dits de soft law, donc de droit souple, auxquels les industriels peuvent participer par le truchement de différentes instances. La première qui me vient à l'esprit en matière normative, ce sont tous les standards internationaux où on voit très bien l'articulation entre une organisation internationale, des États, des sociétés et des membres académiques qui viennent un petit peu apporter leur part de science au débat. Il y a également des éléments qui viennent de la recherche pure, donc de centres d'éthique nationaux qui viennent nous délivrer des éléments. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que les outils juridiques, par exemple, ne serait-ce que dans le champ de la responsabilité civile, pénale, vont suffire? Ou alors est-ce qu'il va falloir se doter d'une législation spécifique, quitte à ce qu'elle soit temporaire, comme celle des drones civils? Ou alors est-ce qu'on reste sur nos bases classiques, et quitte à faire de l'interprétation? Donc effectivement, comme on a vu arriver cette nouvelle catégorie juridique des animaux en tant que biens, est-ce qu'on va se préparer à avoir un robot sujet juridique? Voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute du robot. Pour le moment, on dit c'est pas ma faute, c'est l'algorithme. Mais l'algorithme, quelqu'un l'a écrit. Il reflète la personnalité de son créateur. Donc voilà, c'est vraiment un état de bricolage. Donc ça nécessite d'être ouvert à sortir du cadre, ne pas se focaliser sur ce qui est écrit, pas seulement sur ce qui est écrit, mais également regarder ce qui se fait ailleurs, s'imprégner en tant que juriste de la technologie, de l'enjeu sociétal, des contraintes éthiques pour apporter une réponse qui soit construite et motivée, parce que quand on n'a pas de repères écrits, on est bien obligé de chercher des indices, et c'est comme ça qu'on peut procéder, par exemple. Il est 19h50. Je souhaiterais que tu poses une question à Yveline avant de faire deux choses qui vont beaucoup vous intéresser. Vous avez tous vu Roberta depuis tout à l'heure. Donc, après cette dernière question à Yveline, tu nous feras une petite démo. Et ensuite, on prendra vos questions. Je suis censé faire des robots d'assistance pour les personnes dépendantes. En France, les gens ont l'habitude que la santé soit remboursée par la Sécu. Est-ce que vous pensez que la Sécu remboursera les robots d'assistance? On rembourse déjà, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai mis Roberta sur un fauteuil roulant électrique, c'est qu'on rembourse déjà les fauteuils roulants électriques.
Alors, la question de l'expérimentation et pourquoi pas du remboursement d'un dispositif qui sera médical ou social, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera remboursé dans le cadre des politiques de santé ou dans le cadre des politiques sociales? On peut imaginer. On peut imaginer qu'aujourd'hui, certains implants libérant des hormones ou toute autre chose sont largement testés, normés et remboursés plus ou moins d'ailleurs, ce qui pose aussi des questions auprès des personnes âgées, puisqu'on sait très bien que la couverture sociale avec l'âge, la question du montant, de l'augmentation des mutuelles pose une question sociale et très très quotidienne, effectivement. Oui, effectivement, moi, il me semble que ces dispositifs se verront, en tout cas ces aides, puisqu'il s'agit d'aide, il s'agit d'accompagnement. On est dans une politique d'aide et d'accompagnement, seront forcément un jour ou l'autre, tel ce qu'on connaît aujourd'hui sur les applications pour les personnes souffrant, malentendants, sourds, pour les aveugles, les équipements voilà, liés, au handicap sont pris en charge certainement. Mais je crois qu'encore une fois, il faudra intégrer les craintes, les questions des personnes elles-mêmes, de leur entourage et de la société civile, et que ça ira de pair. Et que peut-être, en plus de cette intégration en tant que dispositif médical et social, on aura non pas des manifestations anti-robots ou anti-intégration intelligence artificielle, mais pour la prise en charge à 100% pour les maladies invalidantes de ces aides techniques. Voilà, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête dans les deux aspects de cette question, et que certainement, il faudra de toute façon accompagner le vieillissement qu'on connaît tous, et que ce sera aussi, parce qu'il ne faut pas penser aux personnes âgées, dépendantes, en tant que victimes ou se faisant imposer des soins. L'espérance de vie augmente, l'espérance de vie sans incapacité augmente, et le choix des personnes, l'accès aux technologies, au numérique se fait aussi avec l'avance en âge. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est plus âgé qu'on est déconnecté, coupé des technologies. Il y a aussi toute une partie de la population qui souhaite et qui sait très bien aujourd'hui utiliser pour communiquer avec l'entourage éloigné différentes technologies. Je ne sais pas si j'ai répondu au... J'ai répondu à une autre question que je n'ai pas posée, donc sur les manifestations. Alors, pendant qu'on continue de parler toutes les deux, Hugues, je te propose d'actionner Roberta. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je te redonne le micro pour que ce soit bien enregistré sur YouTube. Donc là, ce que vous avez ici, c'est juste une maquette sur laquelle je viens tester des choses. Je viens de tester des solutions, donc il y a beaucoup de choses n'y sont pas. Parce que là, vous ne voyez pas ses yeux, vous ne voyez pas ses oreilles, et c'est plus facile à transporter comme ça. Là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de voir que finalement, c'est relatif. Enfin, à chaque fois que je l'ai emmené dans une conférence, les gens ont trouvé ça plutôt naturel, normal. Ils n'étaient pas choqués. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Uncanny Valley, donc la vallée du comment on dit, comment non, Uncanny, c'est de l'étrange, merci. Où on a, enfin, plus on se rapproche d'un robot qui est très, très proche de l'humain, plus on a un malaise. Et en fait, les tests que j'ai faits, finalement, avec une tête de ce type-là, ça passe relativement bien. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut changer la
l'aspect du visage sans difficulté technologique. L'autre point aussi, c'est que, pour finir, c'est que la maintenance est très simplifiée par rapport à ce qu'on peut voir sur des visages en silicone qui bougent. Là, la maintenance est très simple. Hein. Et bien évidemment, quand on distribue ça en grand public, il faut que ce soit robuste, avec le moins de maintenance possible. Je ne sais pas si vous avez entendu parce que je parlais beaucoup, mais là, elle avait un accent sud-africain. Parce que la personne qu'on a enregistrée, en fait, c'est un enregistrement, hein, tout bêtement. La personne qu'on a enregistrée était sud-africaine. Voilà. Merci Hugues. Après avoir entendu la voix de cette quasi-terrestre, je vous propose de clore cette session avant de recueillir vos questions avec une vidéo qu'Yveline nous fait partager d'une dame qui, elle, par contre, c'est sur une extraterrestre. Je te laisse nous la présenter. Oui, pour ouvrir une nouvelle porte, effectivement, redire encore l'importance pour moi des regards croisés, du co-développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, des sciences humaines et sociales qui pour moi sont indispensables avec la présence des personnes concernées de la société civile. L'hypertechnologie qui permet aux humains de faire des exploits, comme aujourd'hui, en ce moment, Armelle Lecléac sur le Vendée Globe ou Thomas Pesquet à bord de la Station internationale spatiale. Ces progrès ne sont possibles que parce que les personnes aussi ont des qualités et une force inaliénable, augmentée par la technologie. Alors, pour prolonger encore nos regards sur notre humanité en marche, moi, je voudrais vraiment mettre en valeur le travail des artistes. Alors, avec un clin d'œil particulier à France Cadet, qui est une artiste et une enseignante à l'École supérieure d'art à Aix-en-Provence, qui enseigne aussi au département Arts et Technologie à Chicago, qui avait fait, il y a quelques années, montrer une exposition « Robot mon amour ». Et la vidéo que nous allons découvrir maintenant, c'est le fruit du travail de Moon Ribas, qui est une artiste cyborg en Catalogne, qui est connectée, qui s'est connectée par des implants en permanence au mouvement et au séisme de la Terre et des océans. Et elle invente, je vous propose de vraiment découvrir ce qu'elle invente, c'est-à-dire un nouveau sens, des nouveaux sens pour nous les humains. Every time there's an earthquake anywhere in the planet, I feel a vibration inside my arm. My name is Moon Ribas. I'm a cyborg artist. Depending on the intensity of the earthquake, the vibration I will feel will be stronger or weaker. 4.0 earthquake in Chile. My artwork is happening inside my body. I'm the only one who perceives. So in order to share my experience, I create external artwork related to my new sense. For us, the important thing is to change our perception and to treat our brain as a sculpture. Like if you modify your perception in long term, you also modify your brain and your mind. Now I feel like I have two heartbeats, like my own and then the earth beat. Retour sur Terre. Voilà, la parole est maintenant dans la salle. Si vous avez une question à poser, on essaiera d'y répondre. Oui, merci. Donc, je m'appelle Jean-Louis Pirel. Je travaille chez BEM dans les relations universitaires, mais c'est plus ma casquette d'administrateur
de la mutuelle complémentaire santé des IBMR qui m'a fait venir, et puis la qualité bien sûr des intervenants. Parce que c'est une réflexion vraiment qu'on a déjà démarrée, mais on se pose effectivement des questions sur le cadre. Alors juste à titre d'information, j'ai appris qu'à partir du 1er janvier 2017, les IBMR, pour le moment américains, auront l'aide de Watson pour essayer de battre leur cancer. Aussi brutalement que ça, avec Best Doctor. Donc, c'est d'utiliser effectivement l'intelligence artificielle qui est en train de compulser, d'agréger toute la littérature, tout le savoir dans le domaine de l'oncologie, puisqu'aujourd'hui les systèmes ne sont pas assez puissants pour embrasser tout à la fois. Et donc, directement, les employés auront accès à une interaction avec ce système-là, ce qui nous a un petit peu chahuté, parce qu'on pensait que ça allait venir, mais peut-être pas aussi rapidement. Et puis, on va maintenant essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner en France. Mais pour vous dire, on est vraiment dans l'actualité pleine. Et donc, je me dis, à un moment donné, on a à peine quelques années, tu as dit 10-15 ans, avant d'avoir la singularité, on a à peine quelques années pour imaginer le moment où il faudra impérativement que le droit s'empare de ça, puisque le droit, bon, c'est pas trop mon domaine, mais enfin, j'ai cru comprendre que c'était ce qui nous permet de vivre en société, parce que sinon, c'est le pouvoir du plus fort et on n'en parle plus. Or, le plus fort sera bientôt la machine. Donc, il est impératif de le réguler avant que ce soit lui qui régule. Donc, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut précabler les 3 lois, voire la 4e loi d'Asimov dans les cerveaux cyborgs? Je pense que là, il nous faudrait quelqu'un qui nous parle d'algorithme, car effectivement, il y aura cet aspect-là. Le fait que le législateur s'empare ou pas d'une question est fondamental. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi ce débat n'existe pas. Et n'est pas aussi accessible du grand public. Je pense que ce dont on a parlé ce soir, beaucoup de personnes y sont sensibles, pas seulement des initiés, et ça touche tout le monde. Quand tu évoquais des personnes qui sont en relation avec un robot et qui interagissent avec un robot, nous, on interagit en permanence avec notre smartphone. Et on se sent obligé de photographier ce qu'on mange et de le mettre sur Facebook. On ne se pose pas la question de savoir quelle est mon interaction avec les réseaux sociaux. Et on va se projeter comme ça dans une thématique. Donc oui, je vous rejoins totalement. Il faut que le droit s'empare de la question, parce que si ce n'est pas le législateur, ça se fera par de la soft law. La soft law, des codes de conduite, etc., c'est bien gentil, mais c'est aussi une échappatoire déjà. Et en plus, ça peut traduire la prédominance de certaines entreprises sur un marché qu'elles dominent. En fait, je voulais réagir sur le fait qu'on dise qu'on n'y était pas encore et que ça allait être très long. Moi, je pense qu'on y est déjà, mais sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on a tous un Roomba chez soi qui fait le ménage dans les coins, là où on n'a pas envie d'aller. Voilà, mais en fait, c'est des choses qui sont intégrées. On n'a plus personne pour nous ouvrir la porte quand on rentre chez nous. Quand on arrive chez nous, le portail s'ouvre parce qu'on a appuyé sur un bouton. Et il y a de plus en plus de technologies qui n'ont pas été conçues nécessairement pour l'assistance aux personnes âgées, mais concrètement, si vous prenez un Roomba, vous mettez 2 petits bras robotisés, vous mettez Siri, vous collez ça dans une Tesla, et vous avez une solution qui est capable de transporter papy, mamie pour aller faire ses courses, et le ramener s'il ne se rappelle plus où il habite. Donc je pense qu'on n'est pas si loin que ça d'avoir quelque chose qui fonctionne, et plus ça va démarrer, et plus ça va aller vite. Et aujourd'hui, bon, on a vu les voitures automatiques sont capables de se conduire toutes seules. Ce qui a posé problème, ça a plutôt été le fait de, quand elles se prennent un camion, est-ce que c'est le conducteur qui a regardé un dessin animé ou est-ce que c'est le constructeur de la voiture qui est responsable? Donc là, forcément, vu le montant des dommages et intérêts, on dit maintenant vous gardez les mains sur le volant, c'est vous qui êtes responsable. Mais pour quelque chose qui doit assister quelqu'un qui par défaut est irresponsable, enfin quelqu'un qui est une personne âgée qui perd entre guillemets ses compétences, ne peut pas être tenu responsable des agissements de la machine qui sont supposés les remplacer. Donc là, il y aura forcément un problème de droit qui arrivera à un moment ou l'autre, et ça ira forcément très vite le jour où ça se posera. Le problème, c'est que en fait, maintenant, il n'y a plus d'algorithmes. Oui, il y a des petits algorithmes, mais en fait, c'est des algorithmes qui vont mimer le comportement des neurones, donc neuromimétique. Et donc la valeur n'est pas dans l'algorithme lui-même, mais dans ce qu'on lui a enseigné. Et c'est bien le souci c'est qui est responsable. C'est imaginer que
j'ai appris des choses à mon robot, donc qui est une couche de savoir au-dessus de ce que m'a livré le fabricant, qui va être responsable du résultat, du savoir ou du comportement de mon robot. Et là, je crois qu'on ne sait plus. Parce que, vous savez, grosso modo, hein, un réseau neuromimétique, c'est une matrice de chiffres. Et puis ça change un tout petit peu dès que vous apprenez un peu quelque chose. Mais regarder la matrice de chiffres, c'est comme ouvrir le crâne de quelqu'un et dire je vais comprendre la pensée de cette personne. Eh bien là aujourd'hui on en est là. Et c'est non mais on en est là et je pense que on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Il y a du travail pour toi. Oui, donc moi je travaille dans l'aide à domicile pour personnes dépendantes. Et si vous voulez, bon, quand j'avais vu le thème, je me suis dit bon, quand même, il faut que je vienne. Alors, je voudrais dire déjà une première chose, c'est senior. Ça fait déjà quelques années que je suis considéré comme un senior dans le monde du travail. Il faudrait définir ce qu'on appelle senior parce que voilà, il y a senior, très senior, je ne sais pas, on n'ose plus dire vieux. Donc, mais après, moi j'ai un petit souci dans ce qui s'est dit. Il y a énormément de choses intéressantes qui se sont dites ce soir. Par contre, je pense qu'on a très peu parlé des vieux, justement. On a parlé des robots, on a parlé du droit, on a parlé de l'emploi, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé de quoi ils ont besoin, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on sera capable de faire. Ça, on n'en a pratiquement pas parlé. Et je pense que si on oublie de parler de ça au départ, on se gourre sur tout le reste. On pourra toujours faire des choses juridiques, on pourra toujours faire des beaux algorithmes, des beaux robots, mais si on ne part pas de ça, ça ne sert à rien de faire des robots, enfin, si ce n'est faire éventuellement de l'emploi. Et voilà, mais aujourd'hui, c'est un métier imparfait, parce que je dis c'est un métier qui est fait par des humains pour des humains, et l'humain est imparfait, donc tout ça, effectivement, ça fait quelque chose qui est très subjectif. Mais très bien, on veut mettre des robots humanoïdes pour s'occuper des vieux et des handicapés. Très bien. Pour faire quoi? Dans l'intérêt de qui? Qu'est-ce que ça apporte? Si on ne parle pas de ça, on peut regarder Really Humans, qui est une série très bien. Enfin voilà. Voilà. Je peux répondre de mon point de vue. Alors moi, j'ai fait d'autres projets, des e-seniors, je sais pas quoi. Et pour répondre d'ailleurs à monsieur, c'était avec des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, des machins. Le problème, c'est que quand vous faites un assistant vocal qui se trouve dans le sac à main, ça ne marche pas. En fait, ça n'a pas marché. Notre projet, il n'a pas marché. On a dépensé l'argent de l'État ou de l'Europe pour rien. Mais en même temps, il faut tester. Et moi, je suis là pour tester. Vous savez, en 2003, moi, j'ai créé une société qui s'appelait Peer2Phone. Vous connaissez Skype? J'ai fait l'équivalent de Skype avant Skype. Skype est arrivé fin 2003. À l'époque, je disais, il y avait des PDA. J'expliquais à tout le monde que vous aurez un téléphone qui sera comme ça, et vous pourrez téléphoner en Voice over IP si vous voulez, vous pourrez téléphoner en téléphonie classique si vous voulez. Et tout le monde me disait, trop gros, ça ne tient pas dans ma main, ça ne tient pas dans mon sac à main. Guess what? 4 ans plus tard, tout le monde avait un téléphone, enfin tout le monde. Apple commençait à sortir ces téléphones-là, mais assez rapidement suivi aussi par Microsoft, qui faisait des choses pas mal à l'époque. Et en fait, bon, il faut tester, quoi. Vous avez sans doute raison. Et puis en même temps, bon, les choses arrivent comme ça. Et puis ça marche pas. Ça prend pas. Moi, je prends le risque de le faire. Et puis je me dis que c'est pas un grand risque parce que les technologies que j'aurais développées là, de toute façon, je peux les recycler ailleurs. Donc c'est pas très grave. Je
voulais juste apporter un fragment de réponse. Cette thématique, initialement, on l'a pensée sur l'aspect business et juridique. J'ai décidé de l'ouvrir au-delà. Naturellement, par exemple, quand je travaille le droit de la télémédecine, de l'e-santé, on a à peu près le même dispatch des parties prenantes. Et naturellement, on dit toujours qu'on doit mettre le patient au centre. C'est exactement la même idée que vous développez. Et en réalité, qui défend l'intérêt des patients? Comment est-ce que les patients font entendre leur voix? Vous allez à la pharmacie, j'oublie mon ordonnance. Je découvre, on me dit, est-ce que tu as un dossier pharmaceutique? Je ne sais pas. Quel est votre nom? J'ai un dossier, je ne le savais même pas. Vous voyez, des choses b à bas de la vie courante. Alors qu'on est hyper connecté, on ne les connaît pas. Donc voilà, effectivement, partir du besoin, avoir aussi des porte-paroles, et puis peut-être aller jusqu'à, alors par exemple à Grenoble et dans d'autres villes, il y a l'université des patients qui sont faites par des patients sur leur pathologie. Donc voilà, vraiment transposer, et je partage tout à fait votre point de vue. C'est un éclairage qui manquait, mais c'est effectivement un excellent point de départ pour avoir une vision globale et pertinente. Tout à fait. Je vais tout simplement clore pour l'enregistrement. Merci à tous. Je vous propose de partager maintenant le buffet. À tout de suite.